3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi ? Ce mercredi, vous avez l'habitude maintenant, c'est le jour des best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu en lisant le titre ou en cliquant sur la miniature, on va parler des Redemption Players, c'est-à-dire tous ces joueurs qui doivent se faire pardonner après une saison 2021-2022 plutôt ratée. Mais avant ça, on va faire les choses dans l'ordre, et d'abord, je vais vous parler du sponsor du jour, le NBA League Pass. Et pour ça, quoi de mieux que de le laisser se présenter par lui-même. Salut, c'est moi, le NBA League Pass. Comment ça, t'aimes la NBA et on se connaît pas ? Parce que oui, si tu veux suivre le basket américain, je suis l'outil ultime. Avec moi, suis tous les matchs de la saison ou des playoffs, en direct comme en replay, sur ton ordi, ta tablette et même ton smartphone. C'est pas mal tout ça, non ? Quand on voit les horaires des matchs en France, la solution du différé est bien pratique. Tu peux également voir les résumés dès la fin des rencontres et les regarder ensuite en condensé si tu fais partie de ceux qui n'ont pas le temps dans la vie. Par contre, si tu as le temps, tu vas kiffer. Parce qu'en plus des matchs actuels, j'ai aussi tout un tas de matchs à l'ancienne, les plus cool. Un bon moyen de se rappeler aux bons souvenirs ou de compléter ta culture basket. Tu verras, je te propose plusieurs offres en fonction de tes envies et de ton budget. Alors si tu veux te faire plaisir tout en soutenant les projets du 6e homme, n'hésite plus. Je te donne rendez-vous dans la description et inscris-toi en utilisant son lien. C'est le meilleur moyen de faire en sorte qu'il continue d'être ambassadeur de la NBA et je te le cache pas, c'est super important pour lui. Avec le NBA League Pass, la NBA c'est où tu veux, quand tu veux et comme tu veux. À très vite! Donc vous l'avez capté, abonnez-vous au NBA League Pass, vous trouverez toutes les infos dans la description et ce sera le meilleur moyen de suivre toute la saison NBA et de voir si les Redemption Players du jour vont réussir à prouver ce qu'ils ont à prouver. Et vu que le concept on en parle juste après, on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Quels sont les NBA Redemption Players pour la saison 2022-2023 ? Le sujet du jour donc, c'est les Redemption Players. En tout cas, c'est ce que j'appelle les Redemption Players. C'est la deuxième fois que je fais ce principe, je l'avais fait déjà l'année dernière, et à mon avis, ça complète bien le concept des Breakout Players que j'avais fait il y a 2 semaines. Parce que à l'occasion, là, il y a 2 semaines justement, moi je vous avais présenté les joueurs qui, selon moi, allaient complètement exploser cette saison. Et aujourd'hui, je vous présente pas forcément ceux qui vont exploser, je vous présente ceux qui n'ont pas le choix. En fait, ceux qui devront un petit peu renaître de leurs cendres, comme des phénix, pour faire une grosse campagne, une grosse saison. Et autant il y a 2 semaines dans les Breakout Players, je parlais surtout de joueurs qui eux étaient peu référencés et auxquels je croyais pour écrire comme il faut les premières lignes de leur histoire, autant cette fois-ci moi je vais parler que d'anciens All-Stars, vraiment des mecs qui ont eu un gros niveau, qui sont censés encore avoir un gros niveau et qui pour une raison ou une autre, ou même plusieurs raisons, ont déçu la saison dernière et qui devront prouver au public que c'est encore des vrais joueurs NBA, que c'est encore des joueurs qui peuvent avoir du succès et que c'est des joueurs qui ne sont toujours pas rincés. Donc autant dire que clairement la saison qui s'annonce va être super importante pour eux, et eux, ils ont intérêt à assurer. Donc moi j'en ai sélectionné 6 comme d'habitude, j'aurais pu en prendre plus, d'ailleurs j'ai eu beaucoup d'idées, mais c'est aussi le jeu de faire des choix, d'en garder 6, c'est aussi le format de mes lives, donc je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de Kyrie Irving et de Kevin Durant, parce que j'ai beaucoup parlé d'eux récemment dans une vidéo, et je sais, et vous savez je pense ce que j'attends d'eux. Il n'y aura pas de Kristaps Porzingis et Ben Simmons aussi, même si on aurait pu les mettre, mais vu qu'ils étaient déjà dans ma liste la saison dernière, j'ai pas envie de faire une redite les concernant, même s'il y a eu du changement, j'ai pas envie de trop insister pour eux, vu que j'en avais plein d'autres, c'était l'occasion de varier un peu. Moi je voulais surtout avoir des nouvelles têtes et éviter de me répéter. Donc il faut savoir en plus de ça que même malgré ce premier tri, en vrai j'ai quand même eu du mal à en garder que 6, donc il fallait bien le faire ce tri. Mais j'ai finalement réussi, j'ai fait les choix les plus cohérents qui me semblaient, et même si certains je me disais ils doivent autant prouver que l'autre, j'ai pris les situations qui me semblaient les plus intéressantes. Et donc ces 6 gars, toujours comme d'habitude, on va pas changer ces habitudes là, je les ai classés par ordre alphabétique de leur nom de famille, et moi je vais vous présenter leur situation qui pour chacun est plutôt différente. Allez, on va commencer par Bradley Beal et qu'on va pouvoir voir cette saison avec un tout nouveau contrat max en poche. Lui, il a terminé 2e meilleur scoreur de la NBA en 2021, mais l'an dernier, clairement, il a connu beaucoup plus de difficultés. En fait, il faisait toujours partie des meilleurs arrières de la ligue, pour ce qui est d'attaquer le cercle notamment. Il avait une adresse à 3 points aussi qui était bonne jusqu'à maintenant, sauf que l'an dernier, son adresse, c'était toujours bon pour attaquer le cercle, mais son adresse de loin, elle était plutôt inquiétante. En fait, de toute façon, il suffit de regarder ses stats, même s'il a manqué la moitié de saison en raison d'une blessure, quasiment la moitié de la saison, peut-être même un peu plus en fait que la moitié de la saison, on avait un Bill qui mettait plus de 8 points en moins en moyenne par match que la saison précédente. Et alors que tout le monde pensait qu'avec le départ de Westbrook, il aurait encore plus de place pour s'exprimer, plus de place pour exploser, plus de place pour faire grimper ses stats,
c'est finalement l'inverse qui a eu lieu. En fait, Bill, moi j'ai trouvé, il est retombé dans des stéréotypes offensifs que j'aime pas. Même s'il a fait pas mal de passes décisives, c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'il portait beaucoup le ballon. Et pour moi, il la gardait trop cette balle. Et en fait, il enchaînait beaucoup trop les attaques en ISO, ce qui, à l'excès, et ça c'est mon point de vue en NBA et depuis des années, ça garantit que rarement le succès. Là, ça a fait en fait que toutes les équipes adverses se sont vraiment focus à fond sur lui. Ça a rendu l'attaque des Wizards hyper prévisible, et que ce soit individuellement ou collectivement à Washington, tout fut décevant pour Bradley Beal. Ça devenait facile de défendre contre les Wizards. Tu te dis, allez, on met 2 mecs sur Beal, on essaye de le limiter, et derrière il y a plus de solution. On n'a plus de solution. Et en vrai, tout ça, de toute façon, ça s'est très vu, parce que c'est finalement en début de saison dernière, quand Beal portait moins le ballon au final, que les Wizards ont été les meilleurs. Et ils avaient fait un bon début de saison, je sais pas si vous vous rappelez, les 10-15 premiers matchs, et après on a Beal qui a recommencé son ISO, son hero ball, et les Wizards sont retombés un petit peu dans les bas-fonds. Donc ouais, je pense qu'on en a la preuve maintenant, et c'est assez sûr, on peut le dire, un excès de Bradley Beal, c'est néfaste, et j'ai pas trop de doute là-dessus. Maintenant, je dis pas qu'il doit complètement s'effacer, je dis pas qu'il doit pas s'afficher en franchise player, au contraire, je dis juste qu'il faut mieux doser entre le côté franchise player qui phagocyte un petit peu tous les ballons, et le côté où je suis complètement éteint. Je pense qu'il doit vraiment trouver un juste milieu, surtout que là, avec l'arrivée de Kristaps Porzingis, qui a montré de belles choses depuis son arrivée à Washington, je me dis que si tout le monde reste en bonne santé, Bill a un bon compère sur lequel s'appuyer, et peut-être une bonne équipe autour de lui. Sans oublier qu'ensuite, même si j'ai du mal à y croire, on a un Bill qui a dit qu'il restait à Washington plus pour les ambitions sportives que pour l'argent. Là-dessus, il va devoir faire ses preuves, et montrer qu'il peut porter sa team et mériter tous les millions qu'il va empocher, et faire en sorte que sa team soit compétitive, vu qu'apparemment il est là pour la compétition et pas pour les dollars. Apparemment il a eu pas mal d'appels du pied pour rejoindre d'autres stars, mais lui il a préféré rester à la capitale, sa maison comme il l'appelle, pour en être le leader, pour mener les Wizards le plus loin possible. Moi je veux bien tout ça, et c'est plutôt respectable si c'est vrai, mais à lui de jouer. Je veux pas voir un mec qui touche ses millions et qui maintenant n'a plus rien à battre après tout ce qu'il a dit, quoi. Parce qu'après sa saison dernière en demi-teinte, voire pire qu'en demi-teinte, mais je trouve que Bradley Beal a une vraie rédemption à accomplir afin de mettre les mots en application maintenant. Son poignet, de ce qui se dit, est désormais complètement guéri. On a essayé de l'accompagner avec des pièces complémentaires. J'ai parlé de Porzingis tout à l'heure, mais il y a aussi Kuzma qui est arrivé l'année dernière. On a Monte Morris et Will Barton qui sont arrivés cet été. Autour de ça, il y a toujours pas mal de jeunes prometteurs aussi, comme Rui Hachimura, comme Deni Avdija, comme Corey Kispert, comme le rookie aussi, Johnny Davis. Je crois que j'en oublie pas, ça fait pas mal. Et je me dis que clairement, ok, ça va pas aller au titre, ni même en play-off à coup sûr, quoi. J'espère au moins les play-in quand même. Mais il y a du potentiel. Sauf que pour l'atteindre, ce potentiel, je suis persuadé que ça passera forcément par un grand Bradley Beal. La loyauté envers la team qui t'a drafté, moi je trouve que c'est très bien, ça me plaît vraiment, mais si c'est pour squatter les bas-fonds des classements, ça sert pas à grand chose au final. Donc lui qui dit que son objectif c'est de remporter un titre à Washington, à mon avis c'est pas pour tout de suite, mais pourquoi pas, c'est bien d'avoir des ambitions. Déjà, s'il accroche les playoffs, avec son équipe, il y fait bonne figure individuellement comme collectivement, après une super saison individuelle, tout en s'affichant, et ça je pense que c'est nécessaire pour Bradley Beal, no-brainer parmi les top arrières de la ligue, pour moi ça représenterait déjà une très belle rédemption pour l'arrière de Washington. Donc maintenant, pour enchaîner, j'ai choisi Anthony Davis des Lakers. J'aurais pu parler de Westbrook dans l'équipe, et ça aurait été légitime aussi, mais j'ai préféré évoquer AD, qui pour moi a moins d'excuses que Russ, et qui lui surtout dispose normalement de toutes les bonnes conditions pour performer. Quand je me dis que le jeu des Lakers était peut-être pas forcément fait pour Westbrook, même si ça reste un grand débat que je vais pas pouvoir faire aujourd'hui et que je vais pas pouvoir faire ici. Mais là, avec Davis, on a quand même un mec qui a été champion NBA en 2020, qui a été élu dans la liste des 76 meilleurs joueurs all-time, mais qui est pas capable de rester en bonne santé depuis quelques temps maintenant, et qui l'an dernier, quand il a été là, en plus de ça, quand il était en bonne santé, n'a absolument pas performé comme il devrait le faire normalement, ou en tout cas comme un joueur de son calibre devrait le faire. En fait, pour moi, cette place dans les 76, elle était beaucoup trop précoce, beaucoup trop anticipée. Là non plus, je vais pas refaire le débat, mais pour moi, sa legacy, elle est toujours pas écrite. Il a beau avoir gagné un titre, c'est maintenant que AD doit l'écrire, sa legacy, avec un LeBron qui vieillit, et aussi une équipe de Los Angeles qui compte vraiment sur lui pour prendre le relais dans LeBron James. En fait, depuis la bague, moi, ce que je vois, c'est que ça fait surtout 2 saisons de suite qu'il joue même pas la moitié des matchs, et aujourd'hui, ses stats offensives à 25, 26, 27, presque 30 points par match des fois, semblent bien loin en fait. Et ce qui m'inquiète encore plus que les chiffres, en fait, c'est son impact, son attitude. Je trouve que AD, sur le terrain, il est de moins en moins investi, il refuse de plus en plus le combat dans la raquette, que ce soit en attaque ou en défense, et son adresse à 3 points est devenue catastrophique. Et pour moi, c'est bien, AD, ça restera toujours un stretch, et ce sera toujours un plus qui puisse mettre des shoots, mais la base,
base, elle doit partir par le combat et par le jeu intérieur. Anthony Davis, c'est un intérieur, c'est pas un ailier. Et autant j'aime bien qu'il shoot à 3 points, ça lui ajoute des cordes à son arc, autant pour moi, s'il veut revenir à bon niveau, il doit aller castagner un petit peu dans la peinture, quoi. Et ce que je trouve encore plus problématique concernant Anthony Davis, c'est qu'il semble pas vraiment se remettre en question. Lui déjà, il affirme qu'il est absolument pas injury prone, il met tout sur le dos de la malchance. Moi je veux bien qu'il ait pas eu de chance, que c'est pas cool, qu'on lui retombe sur la jambe, que lui il retombe sur des pieds, etc. Mais quand même, ce que je vois avant toute chose, c'est que son corps a du mal à suivre, hein. Des joueurs qui ont besoin de 8 semaines genre pour s'en mettre d'une entorse à la cheville, ben il y en a pas des masses, et AD il en fait partie. Et en plus de ça, il fait aussi partie de ces joueurs qui après s'être blessés, ben, vont fuir le contact pour essayer, je sais pas, soit parce qu'ils ont plus envie, parce qu'ils ont moins confiance, ou alors pour protéger leurs articulations, mais là ça devient assez problématique, je trouve, l'attitude de Anthony Davis et ses blessures, que ce soit lié ou pas. De toute façon, que Davis l'assume ou non, moi j'ai pas de mal à l'affirmer, l'intérieur il a de vrais soucis avec son physique et les blessures, et clairement ça impacte son niveau de jeu, quand nous, ben, on attend bien plus de sa part, hein, vraiment beaucoup plus de sa part. En fait, là, je pense que là, en ce début de saison, 2022-2023, c'est peut-être la star qui a le plus de choses à prouver en NBA. Parce que c'était un mec, hein, on se rappelle, il y a encore pas longtemps, il y a 2-3 ans, on le considérait comme un potentiel futur MVP, c'était l'un des meilleurs two-way players de la ligue, et c'est devenu juste un mec qui frustre les fans et les observateurs jour après jour, et à seulement 29 ans, il y en a qui pensent qu'il est déjà rincé. Je pense pas qu'il soit rincé, mais je comprends qu'on se pose la question. Et c'est vrai, quand on voit à quel point il peine à mettre ses tirs, alors que pourtant il compte à fond là-dessus, et quand on voit à quel point chacune de ses incursions dans la raquette nous font serrer les fesses parce qu'on a peur qu'il se pète, hein, on peut avoir de vrais doutes le concernant, et je pense que les blessures, même si elles expliquent certaines choses, elles expliquent pas tout. Donc moi je pense que là, plus que jamais cette saison, on va attendre de Anthony Davis qu'il soit ce gars que tout le monde voulait voir dans ses jeunes années, et que tout le monde espérait qu'il devienne. Je me dis que tout son talent peut pas s'être déjà envolé d'un claquement de doigts, ça reste... J'ai beau le critiquer depuis tout à l'heure, mais ça reste quand même un mec qui est intelligent, qui est physique, qui peut dominer la raquette, qui doit pouvoir s'écarter aussi avec beaucoup plus de réussite, et qui en défense a les moyens limite d'être le meilleur en NBA, d'être en course pour les Deepoy, hein, pourquoi pas. Donc si lui il dit qu'il fait tout son possible tout le temps pour bosser à fond, perso j'ai quelques doutes. Il doit se rendre compte aujourd'hui que son statut, il va plus lui être offert gratuitement. Jusque là son statut c'était défini, il faisait partie des tout meilleurs joueurs de la ligue. Aujourd'hui je trouve que ce statut il est un peu redescendu. Et pour le retrouver, AD va falloir qu'il le seul un peu, qu'il se batte, qu'il bosse, qu'il serre les dents, et qu'il aille le retrouver son niveau. Je pense que cette saison, s'il échoue encore, sa legacy pourrait prendre un sacré pet, hein, et la liste des 76, ce sera peut-être une des plus grosses erreurs de toute cette liste, même si bien sûr on va pas repartir sur ce débat là encore une fois. Donc pour moi, s'il veut revenir à son niveau, AD, tout passera d'abord par son agressivité, puis ce sera peut-être lié par sa réussite au tir, qui viendra je pense si justement il prend ses tirs à bon escient et qu'il ne pense pas qu'à prendre des tirs de loin. Parce que ok, il n'y a pas de formule magique pour mettre des shoots, et toujours bien sûr l'adresse ça garde un côté aléatoire, mais la seule clé c'est de bosser encore et encore, d'être en confiance, d'être dans le rythme, et moi c'est ce que je veux entendre, hein, c'est qu'on a un AD qui se tue à la salle, qui joue au basket, et qui va jouer suffisamment de matchs, suffisamment de minutes, des bonnes minutes où il va pas être soft, où il va aller au combat, pour justement retrouver cette confiance. Les shoots à mon avis ça viendra tout seul, mais après il faut faire les choses dans l'ordre. Et à partir du moment où, à mon avis, ses shoots rentreront, où il ira dans la peinture, qui fera quelques bons matchs, sa confiance pourrait revenir vraiment, son apport pourrait être décisif, hein, même s'il revient à fond pour la saison des Lakers. Et les Lakers, peut-être, alors que pas mal de monde les enterre actuellement, s'ils retrouvent un gros AD, ce qui est pas sûr hein, du tout, mais s'ils retrouvent un gros AD, il pourrait se retransformer en contenders. Et concernant Anthony Davis, c'est clairement la rédemption qu'on attend, ou en tout cas que moi j'attends. Il faut qu'il aille plus souvent au contact, qu'il aille chercher beaucoup plus de fautes aussi, parce que je trouve qu'il y a les moins encore, ça vient de ce côté où il attaque moins la peinture, parce que peut-être que pour se remettre en confiance, aller chercher plus de points sur la ligne des lancers francs, ça peut être une très bonne solution, mais pour ça, c'est toujours la même problématique, il va falloir aller au charbon, il va falloir rester en bonne santé, et il va falloir jouer plus dur, être moins soft. Après 2 saisons dans le brouillard, là, complètement, on a un AD qui a clairement à nouveau tout à prouver, et qui doit montrer qu'il mérite d'être payé 40 millions la saison, donc c'est pour ça que lui, autant j'ai hésité hein, pour pas mal de mecs de ma liste,
parce qu'il y avait beaucoup de monde dans cette liste et ça a été dur d'en garder 6, autant Anthony Davis, moi je l'ai mis dans cette liste sans réfléchir du tout. C'est clairement un gars qui doit tout mettre en œuvre pour entamer sa rédemption, et à la fin de sa carrière, s'il veut être reconnu à sa juste valeur, là il est temps à 29 ans de montrer que ces 2 saisons là qui viennent de s'écouler, c'était un accident et qu'il est capable de beaucoup mieux. Là pareil, si on pense à une rédemption, moi je me dis que s'il arrive à peser offensivement chez les Lakers, en jouant en propre, en jouant un petit peu plus dur, tout en prétendant à une All Defensive Team de l'autre côté du terrain, ça me satisfera. C'est déjà peut-être beaucoup, mais ça me satisfera. Et pour ça, il va falloir qu'il taffe le bro. Et surtout qu'il s'investisse beaucoup, beaucoup plus. Donc à lui de jouer. Je pense que tout partira de son mental et de sa volonté. Espérons juste qu'il arrête de retomber sur les jambes de ses adversaires. Et pour ça, je peux que espérer que sa préparation estivale a été optimale. S'il retrouve cette rage de vaincre qu'il avait en 2020 et qu'il active à nouveau son mode revanchard, je suis assez persuadé qu'il est capable de grandes choses. Mais pour ça, il faudra qu'il s'en donne les moyens. Et c'est là que j'ai plus de doutes. Donc à Anthony Davis de nous montrer qu'il peut arriver en mode rédemption. Passons maintenant au barbu, James Harden, qui lui aussi, depuis 1 an et demi, connaît des soucis de santé, à 33 ans, et notamment à la cuisse. Là, il avait fait de bons débuts quand il est arrivé à Brooklyn, en provenance de Houston. Il était limite candidat MVP là-bas, sauf que après cette bonne phase là, où c'était un excellent playmaker, on l'a quasiment plus jamais revu, voire jamais revu à 100% de sa forme physique. Et son arrivée aux Sixers n'a pas changé grand-chose de ce côté-là. Non seulement il semblait pas au top de sa forme, mais en plus de ça, il a eu du mal à s'adapter. En fait, il était tout le temps en train d'hésiter un petit peu entre le rôle de playmaker et celui de scoreur, et il restait continuellement là dans cet entre-deux un peu bégayant, un peu trop stéréotypé, qui des fois fonctionnait, à son arrivée, les premiers matchs ça a bien marché, mais qui d'autres fois montrait qu'il y avait encore beaucoup de taf collectif à faire, et ça pédalait dans la semoule, du côté de James Harden comme du côté de Philadelphie. Surtout qu'on le sait, on a Harden qui est capable d'être un joueur très adroit, qui a que peu d'égal pour accéder au cercle quand il pénètre dans la peinture, mais pour arriver à faire ça, pour mettre ses shoots de loin et pour attaquer le cercle, il a besoin d'être dans le bon rythme. Et ce rythme, moi je trouve que ça fait déjà un moment qu'il cherche à le retrouver, ou en tout cas qu'il tourne autour sans jamais vraiment il le frôle un peu, mais il n'arrive pas à le toucher du doigt, quoi. Parce que oui, ok, envoyer des pick and roll avec Joel Embiid, c'est bien, mais moi j'attends beaucoup plus d'un joueur du calibre de James Harden, qui en plus d'envoyer ses pick and roll, doit vraiment s'afficher comme une option 2, ou même peut-être une option 1B derrière Embiid. C'est plus qu'une option 2, Harden, sur laquelle on peut compter soir après soir. Là encore, en fait, pour moi, tout va être une question de dosage entre le jeu placé, le playmaking et l'ISO d'un autre côté. Il y aura besoin de tout ça, mais il va falloir vraiment qu'il réussisse à placer le curseur là où il est le plus efficace dans le jeu de Philadelphie, avec ses coéquipiers de Philadelphie. Ses qualités, elles semblent toujours présentes, j'ai pas trop de doutes avec ça, mais si la condition physique ne suit pas, ça va moins bien marcher pour James Harden. Quand on le voyait l'année dernière, qu'il enchaînait les ratés alors qu'il tentait son step back signature, que personne ne maîtrise aussi bien que lui à la base. Là, il en mettait, allez j'exagère, mais il en mettait 1 sur 4, 1 sur 5 de ses step back. Et quand il les prenait, même lui, il avait l'air de douter, c'est bien que quelque chose allait pas. Donc pour moi, pour Harden, l'essentiel de sa rédemption, elle se situera dans l'idée de s'inscrire parfaitement dans le flow du jeu, plus que d'en faire des stats. Et je pense qu'il en a les moyens, mais pour ça, il va falloir qu'il arrive à affûter. Et heureusement, là cet été, comme j'expliquais dans une vidéo récente, et comme on a pu le voir aussi dans pas mal de footage qui sont parus pendant les vacances, on l'a vu bosser dur, d'arrache-pied, on l'a vu afficher ses ambitions aussi, avec sa volonté de faire un sacrifice financier pour mieux recruter à Philadelphie. Ça a permis de faire venir Daniel House et PJ Tucker, c'est pas si mal. Et on a entendu qu'il était resté en contact constant avec Doc Rivers pour essayer de bien faire, parce que maintenant, apparemment, en tout cas dans son discours, il sait où il veut aller et il sait ce qu'il veut. C'est pas des trophées de MVP, c'est des bagues autour des doigts. Donc le discours est très beau, mais est-ce qu'il va réussir à le mettre en application ? Maintenant, apparemment, sa cuisse déjà le gêne plus, c'est un bon point, et on a un barbu qui veut montrer qu'il appartient encore aux top players de la ligue. Mais c'est bien beau de le vouloir, comme je disais, il faut ensuite le prouver sur le parquet. Et pour le prouver, il faut des victoires. Le basket, comme je le répéterai jamais assez, l'objectif premier, c'est de gagner, c'est pas de faire des stats. Donc le concernant, je suis quand même plutôt optimiste, vu que ses ambitions ont l'air claires, vu que je trouve en plus de ça, il se trouve pas vraiment d'excuses. L'année dernière, il a dit, il y a des grandes choses qui dépendent de moi, je suis au moins partiellement responsable de l'élimination en play-off, je dois faire mieux, et là je trouve qu'il se donne au moins les moyens d'aller trouver et d'aller réussir un petit peu les objectifs qu'il s'est fixés, et les moyens de ses ambitions, tout simplement.
Maintenant, soyons francs, est-ce que je le vois redevenir le joueur qu'il était à Houston? Non, absolument pas. Et tant mieux en fait, parce que de toute façon, je me dis qu'avec un mec comme Embiid aux Sixers, c'est pas de ça qu'a besoin Philadelphie. Ils ont pas besoin du gars qui était Harden à Houston, même si bien sûr il ferait du bien partout. Par contre, moi j'aimerais bien le voir endosser le costume du playmaker de luxe, du gars aussi qui va distribuer pour tout le monde, qui va continuer de faire du pick and roll avec Embiid, qui va essayer de trouver Maxi aussi sur les contre-attaques après avoir attiré les défenses. Ça peut vraiment bien marcher. Mais je veux aussi, sur d'autres phases, voir ce gars qui peut prendre aussi un match à son compte, qui peut faire de grosses séries, qui peut atteindre régulièrement les 25 points, et ça, je me dis, je suis peut-être trop optimiste, mais je me dis qu'il y a moyen, en tout cas je le pense. On a un Doc Rivers qui l'a dit lui-même lors du Media Day, il veut que James Harden soit une sorte de Magic Johnson qui score. Bon, ça fait quand même beaucoup d'ambition quand même, et on a un arrière qui atteindra probablement jamais le niveau de greatness de Magic. Mais on comprend ce que Doc Rivers veut dire en tout cas, c'est juste un playmaker qui peut faire jouer tout le monde, faire progresser le niveau de jeu de tout le monde, mais aussi prendre les matchs à son compte, comme je disais, quand il y a besoin de scoring. James Harden doit être ce gars. Si par exemple Embiid est trop bien défendu, ou si Embiid a un soir sans, Harden doit être ce gars qui va porter cette team, quoi. Parce que il doit être un facilitateur en fait. Il doit être ce mec qui utilise son gros QI basket et son énorme talent pour fluidifier tout le jeu offensif et apporter dans tous les domaines où il y a des manques. Il doit faire jouer les autres et scorer quand il y en a besoin. La tâche est dure, hein, c'est certain, je lui en demande beaucoup, mais si on veut une rédemption de la part de James Harden, pour moi en tout cas ça passera forcément par là, et s'il y arrive, on a des Sixers qui pourraient se montrer réellement dangereux je pense, et c'est pour ça que je l'attends au tournant. Donc voilà pourquoi du côté de la fanbase de Philly on compte énormément sur lui, je le comprends, ça peut être une vraie clé dans la saison de son équipe, et au final, je me dis, là je parlais beaucoup de le voir en option 2 ou en option 1B, mais au final si c'est une option 3, s'il finit 3ème meilleur scoreur de l'équipe derrière Embiid et Maxi, ou une option 1C comme vous préférez, je me dis que au final, si son rôle permet aux Sixers de faire quelque chose de bien en play-off, de faire une bonne saison et d'assurer en play-off, ça ira, peut-être qu'il marquera, je sais pas, 18 points par match, mais si ça permet à Maxi d'exploser et que lui, il est irréprochable, et que les Sixers gagnent, bien sûr, c'est l'objectif numéro 1, sa rédemption sera réussie, même si j'ai tendance à en attendre plus, ça peut être aussi un James Harden comme ça qu'on va voir cette saison. Donc pour ça, moi j'ai juste besoin qu'en fait, il arrive à jouer de façon plus naturelle, qu'il force moins, qu'il se pose beaucoup moins de questions, qu'il arrive à trouver sa confiance et son rythme, en espérant qu'il garde sa forme physique et qu'il puisse user de ses qualités athlétiques, parce qu'elles sont importantes, ces qualités athlétiques à James Harden. Et si ça, déjà, ça fonctionne, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui devraient mieux rouler pour lui et pour les Sixers. Donc après une année un peu down, tout est relatif, un peu down, mais le concernant, c'est un peu down, à seulement 22 points par match, il devra faire ses preuves, en tout cas refaire ses preuves, s'il veut montrer qu'il fait encore partie de l'équipe de l'élite de la ligue. Et même si ses stats ne doivent pas forcément flamber, même si peut-être ce sera attendu, si avec lui, Philadelphie se montre ambitieux, je pense qu'il a clairement les moyens de redorer son blason. Parlons maintenant de Damian Lillard, qui lui aussi a souffert des blessures l'an dernier, et c'est pas une constante dans les joueurs que j'ai sélectionnés, mais pas loin quand même, en tout cas pour tous ceux dont on a parlé jusque-là. Et là, si on étudie le cas du meneur des Blazers, on se rend vite compte que lui aussi a loupé plus de la moitié de la saison dernière en raison d'une blessure aux abdos, mais le souci c'est que sur les 29 matchs qu'il a joué, en fait il était que l'ombre de lui-même, et surtout les Blazers sont beaucoup perdus. Alors je veux bien l'excuser, je veux bien le croire, et je veux bien admettre que ces douleurs aux abdos le privaient de mobilité, ce qui bien sûr avait un impact sur son niveau de jeu, donc tout ça me va concernant Damian Lillard, et ça lui fait de bonnes raisons et de bonnes excuses. Mais le truc c'est que avec lui, c'est que depuis toujours, il dit qu'il est ok pour rester aux Blazers, mais qu'il fait plus ou moins comprendre qu'il est pas heureux parce qu'il est pas assez bien entouré, ou tout du moins pas avec des pièces qui sont suffisamment complémentaires. Et là, ça va être là où je l'attends aussi, c'est qu'avec la saison compliquée de l'année dernière à Portland, on a fait un grand coup de balai, bye bye CJ McCollum par exemple, le comparse de toujours de Dame sur la ligne arrière, et depuis autour de lui, on n'a pas forcément construit une équipe qui vise le titre, mais quand même, je crois qu'il y a de quoi le satisfaire, notamment en termes de complémentarité. Et je pense que compte tenu du gros salaire de Damian Lillard, on a des dirigeants des Blazers, avec Joe Cronin notamment, qui ont fait de leur mieux avec les sous qu'ils avaient et avec les disponibilités qu'ils avaient, les disponibilités financières. Donc déjà, on a pu voir en fin de saison dernière l'éclosion d'Anthony Simons, qui apparemment sera titulaire à côté de Lillard. Il y a des choses qui peuvent bien marcher, d'autres un petit peu moins, mais offensivement, je me dis que Simons peut essayer de prendre la place, au moins le spot qui a été laissé par McCollum, peut-être avec un peu plus d'envergure et moins de failles en défense, même s'il a encore du taf dans le domaine. Mais ce qui me plaît, c'est que même si Simons n'excelle pas en défense, parce que j'ai du mal à croire que Lillard excellera en défense, derrière eux sur le banc,
Ce que j'aime bien, c'est qu'on aura Gary Payton 2 qui a été recruté aussi. Lui, c'est un spécialiste de la défense et à mon avis, il pourra apporter dans un secteur qui fait déjà défaut depuis très 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 longtemps à cette équipe de l'Oregon, notamment sur les lignes arrières. À ça, là j'ai parlé des deux titulaires sur les lignes arrières et de leur backup Gary Payton 2, mais à ça il faut ajouter, je trouve, et j'aime beaucoup la polyvalence de Josh Hart qui est arrivé en fin de saison dernière aussi, qui va aussi apporter pas mal de choses à Lillard qu'il n'avait pas, et surtout l'apport de Jeremy Grant qui a été obtenu cet été et qui lui aussi, il va être utilisé au poste 4, il peut facilement apporter sa quinzaine de points, donc soulager aussi Lillard en scoring, tout en faisant preuve d'une intensité primordiale défensivement, et ça, je pense que ça doit faire un bien fou aux Blazers, quoi. Donc déjà, sans être non plus méga clinquant, c'est plutôt cool ces apports. Après, en plus de ça, je suis en train d'y penser, si autour d'eux, on a le mystérieux rookie Shaedon Sharpe qui arrive à prouver à tout le monde le potentiel qu'il a, ou qu'il est censé avoir, mais ça commence vraiment à faire un roster intéressant. Donc je le répète, c'est pas non plus complètement ouf en termes d'effectifs sur le papier, mais c'est quand même beaucoup plus équilibré que ce que ça a été ces dernières années, je pense. Et pourtant, là, on a une finale de conf de 2019 qui semble déjà super loin, j'ai l'impression que c'était la préhistoire, et le Lillard super clutch qui peut démolir l'équipe d'en face et qui peut planter 50 points les yeux fermés, on l'a pas oublié, c'est sûr, on pense qu'il est toujours capable, mais là, on aimerait le revoir, et ça presse un peu, parce que lui, il y a à peine 2 ans encore, il tournait à 30 pions par match, et voilà, moi, je veux le revoir faire ça. 24 points, c'est correct, ça reste un très bon joueur, mais ça suffit pas pour un joueur de ce calibre. Et surtout, une saison avec autant de défaites, une saison où Portland doit pas être en play-off, doit lutter avec le play-in, ben ça suffira pas par exemple. Parce que oui, je vais être exigeant, moi je veux pas que des chiffres de la part de Lillard. Il peut scorer des brouettes de points, il peut mettre des shoots clutch. Tout ça, c'est son caractère, c'est lui, mais je veux plus. Si comme Anthony Davis en fait, il veut légitimer sa place dans les 76 meilleurs joueurs all-time, ben je veux qu'il s'affiche vraiment en leader, en mec qui donne, et ça il est capable, il l'a fait par le passé, d'être ce mec qui donne envie à toute ton équipe de se battre pour lui, qui peut porter les siens, qui peut donner l'exemple soir après soir. Lillard, on le connaît, il a un caractère de hustler et on sait qu'il est capable de ça. Néanmoins, l'an dernier, même avant sa blessure, il était apparemment touché, mais cette attitude de winner, je trouve qu'il n'a pas assez affiché. Et pour une vraie rédemption, plus que de l'attendre à 28-30 points par match, même s'il peut le faire, je veux qu'il se montre déterminé et qu'il arrive à mener les Blazers jusqu'en playoff, voire au moins au play-in, ça c'est un grand minimum. Et ça, il y a un monde où les playoffs, il en est capable, je pense, et ce serait une vraie réussite. Sans ça, il faudra peut-être se rendre compte qu'on s'est peut-être lui aussi enflammé un poil trop vite pour lui donner déjà une place dans les 76, même s'il y a encore pas mal de choses qui se discutent, et ce débat, je veux pas non plus trop rentrer dedans, à voir ce que ça donnera. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il a déjà prouvé pas mal de choses, mais il y a un débat. Mais bref, je suis en train de m'éparpiller, et ce qui est clair, c'est que le concernant, j'y crois au moins un peu. Lui, contrairement à AD, il a montré très souvent qu'il pouvait être un joueur sur lequel on pouvait compter, notamment en play-off, et je me dis que sa legacy, quoi qu'il fasse à partir de maintenant, elle est déjà plus ou moins sécure. De plus, on sait que Dame, en fait, il a jamais été aussi bon que quand il avait des choses à prouver, et là, justement, il est pile dans cette situation. Il a des choses à prouver. Il veut faire gagner les Blazers, il voulait un nouvel effectif, il a décidé de rester là-bas. Toutes les cartes sont entre ses mains, donc à lui, il peut être bon dans cette situation, à lui de capitaliser à fond là-dessus. Donc lui-même, il a affirmé que la saison dernière, c'était l'une des pires de sa carrière. Donc voilà, maintenant, à 32 ans, il va falloir qu'il remette les pendules à l'heure, et ça va être l'heure de faire le jeu de mots magique. Il va falloir qu'il nous montre, après avoir remis les pendules à l'heure, que le Dame Time n'est pas fini. Juste espérer, le concernant, que ses douleurs aux abdos le laissent enfin tranquille. Mais sans ça, je crois qu'il a tout pour faire une grosse saison et tout pour entamer une rédemption. En tout cas, c'est ce qu'on attend de lui. Évoquons maintenant Donovan Mitchell, qu'on adore critiquer en France, parce que pour beaucoup, c'est lui le plus grand responsable des difficultés offensives de Rudy Gobert ces dernières années à Utah. Et qui en plus de ça, en plus d'être responsable selon pas mal de gens de ces difficultés offensives, ne l'aidait absolument pas en défense. Bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là, je trouve que là-dedans il y a du vrai et du moins vrai, mais ce qui est sûr, c'est que depuis ses exploits dans la bulle face à Jamal Murray, on a un arrière qui a du mal à s'affirmer comme un franchise player ultime et indiscutable. Bien sûr, on a un gars qui a un talent offensif exceptionnel, bien sûr, on a un gars qui peut mettre 25 points par match, limite en dormant, mais est-ce que ça fait gagner en play-off ? Pour le moment, ça reste à prouver en tout cas. Clairement, c'est l'un des meilleurs des arrières de la ligue pour ce qui est d'attaquer le cercle après un pick. Sur pick and roll, il est trop bon pour aller scorer. Mais parfois, malgré une adresse très correcte, sa sélection de shoot et son hero ball sont sujets à pas mal de critiques. Et tout ça, je peux complètement l'entendre. Avoir du talent et savoir l'utiliser à bon escient pour permettre à sa team de gagner, pour moi, ce sont des choses qui sont bien différentes. Et justement, c'est le step que j'attends du côté de Spida. Son talent, il est présent, je le sais, mais est-ce qu'il peut le mettre au service de son équipe à 100% ? Je veux
veux qu'il me le montre cette saison, et c'est pour ça que j'attends une rédemption. Parce que oui, j'ai aucun doute même sur le fait qu'individuellement il peut tout péter. J'en ai plus pour ce qui est de savoir si ça permet de gagner des titres, et ça je le répéterai jamais assez, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce live, les succès collectifs, c'est la seule chose qui compte vraiment dans un sport collectif. Donc même s'il tourne à 32 points par match l'année prochaine et que Cleveland choque complètement, je serai le premier à tirer à boulet rouge sur Donovan Mitchell, faudra voir le contexte, mais il y a des chances quoi. Mais bon. Là, ce qui est cool, c'est que mine de rien, ces Cavs, j'y crois au moins un minimum, parce qu'il va arriver dans une équipe de Cleveland où il a un rôle qui pourrait être primordial. Parce que sans lui, déjà, on avait des Cavs qui étaient très bons en défense, mais qui galéraient peut-être un peu trop souvent en attaque, un secteur dans lequel on avait un Darius Garland qui était bien trop seul, et qui se retrouvait souvent amené à forcer ses shoots et son talent. Donc là, je sais pas encore comment la hiérarchie sera établie entre les deux, entre Garland et Mitchell, mais ce dont je suis sûr, c'est que l'arrivée de Spida peut vraiment pousser la team vers le haut. En fait, le fit semble vraiment cool. Lui, il paraît capable de compenser les principales failles des Cavs dans le jeu offensif, pendant que les Cavs, eux, vont compenser ses principales faiblesses, notamment en défense. Et l'idée, elle paraît plutôt sympathique. De toute façon, ce qu'on voit, c'est que Cleveland a lâché un paquet d'assets pour obtenir Donovan Mitchell du côté du Jazz. Et lui, il va se devoir se montrer à la hauteur de tout ce qui a été lâché, que ce soit au niveau des joueurs, mais surtout au niveau des pics qui ont été lâchés pour l'avenir. Parce qu'en réalisant ce trade, on a des Cavaliers, ils n'ont pas juste voulu que le mec fasse des stats, clairement pas. Eux, ils ont voulu afficher leurs ambition collective. Et leur objectif, ce sera d'aller le plus loin possible en play-off, de montrer un bon visage, malgré la très difficile concurrence qu'il va y avoir dans la conférence Est. Du côté du Jazz, on parlait souvent du manque d'alchimie de l'effectif, de la mauvaise entente qu'il y avait entre Mitchell et Rudy Gobert, du manque de communication qu'il y avait entre les deux et entre le reste de l'équipe. Mais là, pour moi, ok, c'était peut-être le cas, je sais pas, mais c'était peut-être le cas à Utah, mais pour moi, ces excuses ne seront plus du tout valables pour Mitchell cette saison à Cleveland. Et même si le titre sera probablement pas accessible en fin de saison, il faudrait qu'il y ait quand même un sacré alignement de planètes pour ça. Ça doit quand même être l'objectif pour Cleveland à court ou moyen terme. Parce qu'en arrivant dans l'Ohio, on a un arrière qui doit prouver que c'est pas juste un statman ou un joueur de highlight. Il faut qu'il montre que c'est aussi un gars qui peut se comporter en winner. Donc je sais qu'on a beaucoup de fans des Cavs qui disent qu'ils attendent pas de lui que ce soit vraiment un franchise player à Cleveland, parce que pour ça il y a déjà Darius Garland dans ce costume et tout ça. Je peux le comprendre pour les fans de Cleveland, surtout que c'est Mitchell qui arrive dans l'équipe de Garland et pas l'inverse. Sauf que moi ça me va pas du tout. On a un Mitchell, c'est un triple All-Star. Il sort déjà de 5 saisons de suite à plus de 20 points par match. Il a disputé aussi les playoffs chaque année depuis qu'il est dans la grande ligue, et il possède une expérience des grands moments que Garland, même si je l'adore, n'a pas encore. Donc honnêtement, si l'an prochain c'est pas Mitchell, le leader numéro 1, l'option numéro 1, le franchise player, tout ce que vous voulez des Cavaliers, mais c'est qu'à mon avis, il y aura quelque chose qui cloche. Et je pense qu'il a d'abord été acquis pour ça, franchement, on va pas se mentir, du côté de Cleveland, il a été acquis pour ça, pour être le leader, le numéro 1. Darius Garland est très prometteur, mais il a encore des choses à prouver, et ça s'est vu l'année dernière. On a vu ses limites justement quand il était trop responsabilisé. Mitchell doit compenser ça en faisant de Garland un lieutenant de luxe, un lieutenant XXL, et pour moi c'est comme ça que cette équipe de Cleveland fonctionnera. Et je sais qu'il y a des fans des Cavs que ça va décevoir, j'en ai déjà vu dans les commentaires des anciennes vidéos, mais pour moi c'est la seule façon pour que ça fonctionne à Cleveland. Et pour Mitchell, c'est aussi la seule façon pour que sa rédemption se passe bien. Il faut qu'il s'affiche en vrai leader d'une équipe compétitive en saison, mais en playoff aussi j'y tiens. Et s'il y arrive pas, j'aurai des doutes. Il faudra peut-être se poser des questions sur lui. Est-ce qu'il est capable d'être un vrai franchise player comme lui semble le vouloir? Ce sera pas sûr. Et peut-être que là, si ça marche pas, on pourra redonner les rênes à Garland. Mais en attendant, pour moi, c'est Mitchell qui doit les avoir. Pour l'instant, j'ai quand même quelques doutes. Et cette saison, à mon avis, sera le test parfait pour qu'il puisse les effacer. Donc après, maintenant, je mets un peu d'eau dans mon vin, et si les Cavs font une super saison avec un Spida qui a mis un peu de côté et qui fait de moins grosses stats que d'habitude, ça m'ira aussi. N'empêche que, à mes yeux, ça gardera un goût d'inachevé, et je me dis qu'il faudra considérer son futur autrement que parmi les pépites de la ligue. Aujourd'hui, il en fait plus ou moins partie des futures pépites de la ligue, mais s'il n'arrive pas à être un franchise player à Cleveland, il faudra se poser de vraies questions. Donc là, chez les Cavs, je pense qu'il a toutes les cartes qu'il faut entre ses mains pour entamer une rédemption. Maintenant, est-ce qu'il a le talent? Est-ce qu'il peut augmenter son niveau de jeu aussi en défense? Ce sera essentiel pour moi, et je sais pas s'il réussira. Puis on peut aller plus loin, est-ce qu'il va arriver à partager le ballon avec Garland, lui par qui tout passait dans l'Utah? Ça aussi, ce sera primordial pour la win. Combien de temps aussi il va mettre à s'adapter? Ce sera des clés et des questions auxquelles il faudra répondre. Donc à lui de nous prouver encore une fois qu'il va répondre de manière favorable à toutes ces interrogations pour réaliser une saison rédemption qui est à la hauteur de ses objectifs, de ceux qui se fixent, et de la réputation de franchise player que lui souhaite avoir et qu'il revendique lui-même. Donc à mon avis, il en est capable, mais je crois qu'avant d'en être là, il a beaucoup de cases à cocher, et à lui de le faire avec son nouveau maillot de Cleveland.
On finit par Julius Randle, qui lui est un cas bien particulier. Parce qu'en fait, il y a 2 ans, il a fait clairement une breakout season, il a terminé All-Star, il a terminé MIP, il a donné l'impression qu'on pouvait compter sur lui en tant que franchise player, mais le souci, c'est que ça n'a pas duré, ça n'a pas confirmé la saison suivante, la saison dernière, et maintenant on peut se poser une vraie question. Est-ce que cette saison-là, il y a 2 ans où il a su performer et on s'est enflammé à tort, est-ce qu'on s'est vraiment enflammé à tort, ou alors est-ce que c'est un vrai joueur de basket qui a juste galéré l'année dernière et c'était une exception et ça va vite reprendre, parce que les raisons pour lesquelles il a galéré, je pense qu'on peut vite les trouver, hein, et les excuses elles existent aussi. Il était vraiment attendu, il y avait des défenses qui se concentraient trop sur lui, et en plus elles arrivaient avec un vrai système de jeu pour le limiter, et ça fait partie des raisons pour lesquelles il l'a pas confirmé. Pour l'instant, moi j'ai pas la réponse. Est-ce que la saison d'il y a 2 ans est une anomalie, ou est-ce que c'est la saison dernière qui elle, à sa propre échelle aussi, est une anomalie. Donc là, moi, pour la saison qui arrive là, cette nouvelle saison, cette saison 2022-2023, je me dis que ce bon vieux Julius va vraiment devoir nous donner des réponses. Parce que oui, la saison dernière, il nous a montré un basket qui était assez horrible à voir, il est complètement retombé dans ses travers, qu'on pouvait voir avant, mais peut-être en encore pire, c'est-à-dire beaucoup d'ISO, une sélection de tirs très compliquée, une défense qui était aux abonnés absents, et il avait perdu ses bonnes habitudes qu'il nous avait montré lors de la saison 2020-2021. Le mec a vu clairement chuter ses stats dans tous les secteurs, les critiques ont commencé à pleuvoir le concernant, et c'était très justifié, et surtout, moi ce qui m'a inquiété encore plus, au-delà de ses stats, au-delà de ses chiffres, c'était son attitude, hein. Je parlais de l'attitude de Davis, mais Julius Randle a rien à lui envier, en fait, je dis souvent que lui c'est un mec qui a besoin d'être en confiance pour performer, sauf que là, quand les haters ont commencé à se montrer, et que le Madison Square Garden l'a sifflé, plutôt que de se servir ça comme d'une motivation, comme certains joueurs l'auraient fait, lui c'est plutôt encore plus renfermé, il a complètement arrêté de communiquer, et il a essayé de prouver des choses à lui-même, aux fans, je sais pas, en tout cas c'était individuel, et il est finalement retombé dans ses travers de manière encore plus violente, hein, et d'une façon qui était assez exécrable à regarder jouer. Donc lui aussi, au vu de ce qu'il a montré, il a fait partie de ces gars que certains ont adoré haïr l'an dernier, et beaucoup ne comptent déjà absolument plus sur lui. Je vois pas mal de hate, hein, notamment sur les réseaux, plus personne ne croit en lui, on verra si ça se confirme avec le sondage tout à l'heure, mais est-ce que ce serait pas déjà un peu trop précipité, ou au moins un peu trop fataliste, de dire qu'on ne peut plus rien attendre de Julius Randle? Moi déjà, même si je le vois pas revenir au niveau d'il y a 2 ans, et que je reste assez persuadé que c'était une petite anomalie, ou une anomalie tout court, hein, il y a 2 ans, mais je le vois pas non plus se retrouver à nouveau autant en difficulté que l'an dernier. On a l'arrivée de Jalen Brunson qui, je pense, lui fera du bien. À New York maintenant, on a un vrai trio pour guider l'équipe avec lui, avec Randle, hein, de Jalen Brunson et R.J. Barrett. On a des défenses qui vont peut-être pouvoir se concentrer sur d'autres joueurs et un petit peu le laisser tranquille. On a Thibodeau qui potentiellement pourra lui demander de moins porter la balle en la donnant plus à Brunson. Et je pense que ça ne pourra que fluidifier le jeu des Knicks et faciliter la tâche de l'ailier fort qui pourra se concentrer sur ses forces, notamment off-ball, où il peut être très bon, sauf que l'an dernier, il avait jamais l'occasion de jouer off-ball, parce que c'était très difficile de trouver quelqu'un d'autre qui porte la balle, et que l'entente avec R.J. Barrett était pas forcément toujours au top. Donc on l'oublie vite, mais Randle, ça reste quand même un super athlète, un vrai scoreur, qui peut marquer de partout, en attaque, en tout cas sur son demi-terrain, qui est capable aussi de prendre beaucoup de rebonds, et qui en vrai, pour un intérieur, possède aussi une bonne petite vision de jeu, même s'il l'utilise pas toujours à bon escient. Le truc, c'est que il a souffert du manque d'automatisme l'an dernier dans l'attaque des Knicks, on lui en demandait sûrement trop aussi, notamment en attaque, et il s'est perdu, quoi, et surtout, il a perdu sa si bonne efficacité de la saison 2020-2021. Lui aussi, il est tombé dans un cliché de basket qui était à la fois néfaste pour lui, mais aussi pour sa team, et ça, on veut plus voir ça du côté des fans de New York. Donc voilà, maintenant, la question à 1 million d'euros, hein, que je vais poser à tout le monde et notamment aux fans des Knicks, et c'est qui va être le leader de ces Knicks? Est-ce que c'est encore l'équipe de Randle? Est-ce que c'est l'équipe de Barrett qui progresse bien mais qui lui aussi montre de vraies limites aussi? Ou est-ce que ça va être l'équipe de Brunson qui lui vient juste d'arriver? Les trois ont des arguments aussi bien favorables que défavorables et je trouve que c'est dur de se positionner. Donc le raccourci facile serait de se dire qu'une rédemption de Randle passera forcément par ce rôle de franchise player. Et ça pourrait être le cas, hein, il pourrait être franchise player, mais je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il peut faire une rédemption même s'il n'est pas le go-to guy des Knicks. Parce que en fait, ça peut rester aussi une option intéressante qui peut jouer juste et qui permet à l'équipe de faire une bonne saison pour attraper les playoffs par exemple ou au moins le play-in. Et ça, moi, s'il y arrive, même s'il n'est pas le franchise player, je trouve que ce sera une belle réussite. Si on a le ballon qui circule, que lui arrive à utiliser ses forces à bon escient, qu'il est trouvé dans de bonnes dispositions, moi j'ai pas besoin qu'il tourne à 25 points par match pour être satisfait. En fait, s'il est juste
et c'est déjà pas mal, hein, un rouage essentiel de Tom Thibodeau, et que New York arrive à flirter, disons, avec les 50% de win, avec un Randle qui s'éclate dans son rôle et profite de Brunson pour avoir plus d'espace, ça m'ira. Je pourrais dire que sa rédemption a au moins partiellement réussi. Maintenant, est-ce qu'il est capable de vraiment s'effacer, lui qui a déjà connu la hype et l'All-Star Game? Est-ce qu'il le veut, ça? Ben c'est pas sûr. Au moins, ce qui me rassure, c'est qu'il avait un discours qui était positif lors du Media Day. On sait qu'il a un gros ego, mais apparemment, il est content de jouer avec Brunson et apparemment il serait ok pour se mettre en retrait offensivement, même si c'est peut-être pas quelque chose qu'il souhaite. Et puis on n'est même pas sûr aussi que c'est quelque chose que Thibodeau souhaite ou que Thibodeau veuille. Peut-être que Thibodeau veut continuer aussi à tout faire passer par lui, même si je pense qu'il va donner plus de responsabilité à Brunson. Donc c'est compliqué. Donc moi en fait, si je fais le bilan, je veux que Randle, il joue moins en ISO, il joue moins en post-up parce qu'il abuse de ses situations, en tout cas il en a abusé l'an dernier, et je veux voir le ballon qui circule davantage autour de lui, que lui aussi le fasse circuler, mais que ça circule autour de lui pour qu'il ait pas tout à créer tout seul, tout le temps. Si ça arrive, je suis assez persuadé qu'il fera une saison bien meilleure que l'an dernier, où tout passait par lui, et ça peut être que bénéfique pour les Knicks. L'objectif, ce sera d'utiliser les autres pièces pour gommer ses déchets, et garder que le meilleur de sa part, que sa quintessence, et quoi qu'on en dise, des qualités, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et je sais que vous êtes beaucoup à pas l'aimer, mais il faut pas oublier que des qualités, il en a un paquet. En fait, il faut juste arriver à capitaliser sur ses qualités, sans excès. Et il est là le problème, c'est encore une question de dosage et d'alchimie, comme j'expliquais pour des joueurs précédemment dans ce live. Et donc même si ce sera pas simple à trouver ce bon dosage, à mon avis ce sera le meilleur moyen de tirer le meilleur d'un joueur comme lui pour la saison 2022-2023. À lui donc je pense d'endosser encore un nouveau rôle et de profiter de l'arrivée de Brunson et des progrès de Barrett pour réussir une bonne rédemption, et c'est en tout cas tout ce que je peux lui souhaiter. Si là-dedans il se trouve en confiance, qu'il reprend du plaisir à jouer et qu'il obtient la validation des fans du Madison Square Garden à nouveau, ça peut que le pousser vers le haut. Donc voilà pourquoi, même si je trouve que ça fait beaucoup d'éléments à réunir et que je suis que moyennement optimiste, je suis quand même un petit peu mais moins que pour d'autres, mais je pense que ce serait prématuré de faire une croix complètement définitive sur Julius Randle, qui au vu des choses que l'on peut attendre de lui, a pour moi une vraie place dans la liste des Redemption Players que j'aborde aujourd'hui. Donc j'ai pas besoin qu'il soit All-Star à nouveau pour être convaincu, juste qu'il utilise ses qualités d'une meilleure façon, et rien que pour ça, je pense que ce soit sur le terrain ou dans la tête, il aura du taf, mais du taf qu'il est capable de fournir, et voilà, j'y crois pas à fond, mais j'y crois quand même un peu, pourquoi pas, hein, j'ai tendance à être optimiste pour tout le monde, alors pourquoi je ne le serais pas pour Julius Randle? Épilogue. Alors si on fait le bilan de tous vos votes, parce que à chaque fois que j'avais fini de présenter un joueur, je vous ai demandé à quel point vous y croyez, en tout cas si vous y croyez à une rédemption de ce joueur, et ce qu'on voit, c'est que le joueur auquel vous croyez le moins, c'est Anthony Davis, qui ne reçoit que 32% de votes favorables. J'avoue que pour l'instant, le classement me surprend pas. AD, vous n'y croyez plus, et je le vois partout dans les réseaux. Vous me dites que vous l'imaginez pas du tout changer son état d'esprit, que maintenant il se blesse trop, qu'il se remet pas assez en question, que son attitude est déplorable, et vous n'y croyez pas. Donc parmi les joueurs dont j'attends une rédemption, selon vous, celui qui a le moins de chances de se repentir, c'est AD, et ça m'étonne pas tant que ça. Je suis peut-être un poil moins pessimiste que vous. Je reste par contre persuadé que s'il arrive à se remettre en question, les Lakers peuvent vraiment faire quelque chose d'intéressant, mais encore va-t-il falloir qu'il y arrive. Et vous n'y croyez pas, et c'est aussi sûrement pour ça que pas grand monde ne compte sur les Lakers cette saison. Par contre attention, comme je disais, s'il y arrive, les Lakers peuvent redevenir au moins, alors peut-être pas des contenders, quoique, mais au moins des outsiders, quoi. L'autre auquel vous croyez peu, qui se classe quand même devant AD, c'est Julius Randle. Vous n'êtes que 38% à croire à une rédemption, et ça aussi je l'entends, et ça me paraît assez logique. Vous me dites que la saison d'il y a 2 ans c'était vraiment une exception et que jamais il reviendra à ce niveau. Je suis assez d'accord, il reviendra peut-être pas à ce niveau. Par contre moi je reste persuadé qu'il peut faire, en tout cas s'il arrive déjà à faire une saison avec des stats proches mais des meilleurs pourcentages et une meilleure attitude, ce sera déjà une belle réussite. Le problème, c'est l'attitude. Va-t-il vouloir déléguer ? Va-t-il continuer à croquer ? Là, il va falloir qu'il délègue un peu plus avec un jeu qui tourne moins autour de lui. Est-ce qu'il va être dans de bonnes dispositions pour le faire ? Vous n'y croyez pas. En tout cas, la majorité n'y croit pas. Donc Randle, parmi mes 6 Redemption Players, arrive dans le top 2 de ceux auxquels vous croyez le moins. En place numéro 4 vient Bradley Beal. Lui quand même, on passe un step parce que vous êtes plus de 50% à y croire. Là, les 2 précédents, AD et Julius Randle, c'était moins de 40%. Bradley Beal, lui, vous êtes 65% à y croire. Alors je sais que beaucoup critiquent, et ça je l'ai vu dans le chat, le gros contrat qu'il a décidé de prendre, mais les Wizards aussi lui ont proposé ce contrat, il est pas tout seul, il a pas volé son argent, mais beaucoup critiquent ça en disant que quand tu chopes un tel contrat et que tu tires une balle dans le pied à ce point-là à ton équipe dans le recrutement parce que tu prends tant d'argent, il faut prouver que tu mènes ton équipe au titre et vous ne l'en voyez pas capable. C'est vrai, pour imaginer les Wizards au titre, ce serait une dinguerie en tout cas cette année, mais moi je reste persuadé que la saison dernière était assez spéciale.
qu'il n'était pas du tout à son niveau, qu'il est passé complètement à côté. À voir maintenant. C'est vrai qu'on pourrait se dire maintenant il a signé son gros contrat, il peut se reposer sur ses lauriers. Il a fait. Peut-être qu'il a trop dit qu'il était un winner et qu'il revenait pour la win, comme s'il avait vraiment quelque chose à cacher. Donc je pense que là, il va vraiment falloir qu'il montre qu'il est capable de se repentir par rapport à la saison dernière, de faire une grosse saison, parce que clairement, s'il passe encore à côté, ce sera évident. Il a juste pris l'argent et maintenant qu'il a l'argent, il attend que le temps passe et se reposera sur ses lauriers. Mais je pense qu'il est capable de plus que ça. En tout cas, vous êtes 65% à y croire. On verra ce que ça dit. En numéro 3 arrive Damian Lillard, qui lui a reçu 76% des voix. Donc vous êtes plus des 3/4 du chat à croire en lui. Et c'est vrai, Damian Lillard, ça reste quand même un excellent joueur. Comme je disais, sa legacy est déjà faite. On connaît son côté clutch, on connaît son tir à 3 points, on connaît son envie de prouver des choses et de faire mentir ses détracteurs. Des détracteurs, il en a eu, il l'a dit lui-même, je l'ai dit tout à l'heure, c'était sa pire saison en carrière. Là, je crois qu'il va avoir envie, et j'ai tendance à y croire, comme 76% d'entre vous. Juste devant, un petit pourcent devant, vient Donovan Mitchell, qui lui a reçu 77% des voix. Et finalement, contrairement à ce que j'avais pu lire dans le commentaire d'anciennes vidéos, où vous me disiez que Donovan Mitchell ne devait pas être le franchise player des Cavs, là, dans le chat, vous dites que il doit être le franchise player des Cavs, et si ça ne se passe pas, c'est qu'il y aura vraiment un problème. Il doit s'imposer, il doit être capable, qu'il peut porter une équipe avec des ambitions sur son dos, sur ses épaules, essayer de les faire passer un tour de playoff. Ce sera l'objectif minimum à mon avis pour Cleveland, même si ce sera forcément pas évident avec cette concurrence qu'il y a dans la conférence Est. Et vous y croyez parce que vous trouvez que même si son arrivée peut retarder l'explosion de Darius Garland, Donovan Mitchell et son talent offensif certain peut faire de grandes choses, et changer d'air lui fera forcément du bien. Donc voilà, 77% pour Donovan Mitchell, mais c'est pas autant que les 86% de James Harden. Et ça m'étonne, parce que je sais que James Harden, c'est un joueur, c'est un petit peu blanc ou noir, c'est un joueur qui attire pas mal de hate, et là pourtant, vous êtes 86% à y croire, comme quoi, même s'il faut toujours se méfier des footages qui sont relayés l'été, des fameux tirs à 3 points de Ben Simmons, j'en parlerai jamais assez, mais ça me fait toujours rire, il a semblé bosser. J'ai lu aussi dans le chat que vous étiez nombreux à féliciter son sacrifice financier, en tout cas les 15 millions sur lesquels il s'est assis pour permettre aux Sixers de recruter et d'améliorer leur banc et la profondeur. Tout ça vous a plu, et c'est vrai que ce qui vous a convaincu, c'est de vous dire, là ça y est, regardez, ça veut dire que là il est capable de s'asseoir sur de l'argent pour recruter et pour permettre à l'équipe d'être plus compétitif. C'est un vrai signe de maturité, c'est un vrai signe qui prouve qu'il sait ce qu'il veut. Son entraînement cet été, il a dû suivre aussi des choses, et je pense que c'est pour ça qu'il arrive à un si gros score de 86%. Vous y croyez en James Harden, et parmi les Redemption Players que j'ai cités, selon vous, c'est celui qui va réussir le plus à faire ses preuves. Mais il n'y a plus qu'à voir, la saison maintenant, ça y est, le compte à rebours est quasiment terminé. En tout cas, il sera terminé au moment de la publication de cette vidéo sur YouTube, et je vais me régaler, et j'espère que vous aussi. Voilà pour ce qui est de mes 6 Redemption Players, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces choix? Est-ce que vous en voyez d'autres? Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Mettez-moi votre liste dans la section commentaires, ou encore celui pour lequel vous avez le plus d'attentes, et qui pour vous va tout prouver et montrer qu'il est au niveau. Bien entendu, si vous voulez prendre le League Pass, je vous le rappelle, si c'est pas encore fait, il y a mon lien d'affiliation dans la description, ça va vous faire kiffer, et en plus de ça, vous soutiendrez la chaîne. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang de la veine. Et si vous aussi vous voulez rejoindre cette Dream Team, ne vous inquiétez pas, là encore toutes les infos seront dans la description. À très vite.